à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de Business Africa. Cette semaine, dans votre magazine de l'économie, nous prenons des nouvelles des efforts vers la transformation locale des matières premières et d'un véritable espace pour les paiements intra-africains. Et tout de suite, voici les grands titres de cette édition. La suspension des exportations d'amandes de karité propulse le développement de laboratoires de cosmétiques au Burkina Faso. J'ai constaté que les produits cosmétiques qui envahissaient nos officines, c'était des produits importés. Et la matière de base, c'était le beurre de karité. Au Gabon, une entrepreneuse se bat pour atteindre la meilleure qualité possible dans la fabrication de chocolat à partir de ressources locales. C'est des chocolats de notre plantation, donc on les réserve sur ces tablettes dites de plantation, qui permettent de bien identifier la source du cacao. C'est la filière qui monte au Togo. L'ananas bio s'est taillé une place de choix dans le développement agricole du pays et il est devenu le favori des importateurs européens. On a la chance au Togo d'avoir des variétés comme le pain de sucre et le cayenne qui sont des anciennes variétés et qui sont beaucoup plus gustatives que les variétés MD2 qu'on propose du Costa Rica. Depuis l'an dernier, le Burkina Faso, deuxième producteur mondial d'amandes de karité après le Nigeria, a suspendu les exportations de cette ressource sous forme brute. L'idée est de cibler la création de valeur ajoutée en encourageant la transformation locale et en stimulant les exportations de beurre de karité en plein déclin. De quoi laisser une chance au développement des laboratoires de cosmétiques du pays. C'est ainsi qu'à Ouagadougou, la gamme de produits du laboratoire Odis Cosmétiques est très appréciée dans la réparation des peaux abîmées et même profondément dépigmentées. Notre journaliste Sonia Kokti a visité ces installations. Regardez. Les produits du laboratoire Odis Cosmétiques ont réparé la peau de Fanta Bationo. Une peau dépigmentée pendant plusieurs années qui retrouve son éclat et sa couleur naturelle grâce aux composantes utilisées par Odis Cosmétiques. Des matières premières locales comme les huiles de baobab, de Nîmes, de balanites et principalement le beurre de karité. Ces produits, en tout cas, ça a été des merveilles dans ma vie. Avant, j'étais très claire. Je supportais pas le soleil, je laissais beaucoup de dents, mais avec le temps qui passait, les produits me lâchaient. La solution, des cosmétiques à base de beurre de karité. Odette Conseiga est justement à l'origine de cette gamme qui utilise cette précieuse matière première comme composante phare. Auxiliaire en pharmacie pendant une quinzaine d'années, elle n'a pas terminé son cursus secondaire. Mais des formations ciblées adossées à son expérience pharmaceutique lui ont permis de se lancer sur ce segment porteur de cosmétiques à base de produits naturels. J'ai constaté que les produits cosmétiques qui envahissaient nos officines, c'était des produits importés. Et la matière de base, c'était le beurre de karité. Les autres viennent prendre moins cher ici, aller transformer et revenir nous imposer les prix. Au début, en tout cas, ce n'était pas simple. Parce que les enfants ne voulaient pas nos produits, que c'est des produits qui sont fabriqués ici, surtout à base de beurre de karité, que ça va les noircir. Pourtant, cet or vert du Burkina, 450 000 à 600 000 tonnes produites par an selon l'Agence pour la promotion des exportations du Burkina, est en train de s'imposer comme un ingrédient de haute qualité dans l'entretien et la réparation de la peau. Deuxième producteur mondial de beurre de karité après le Nigeria, le Burkina Faso a suspendu l'exportation de l'amande de karité en septembre 2024 pour permettre une meilleure disponibilité de la matière première au profit des industries locales. Odis Cosmétiques utilise 25 tonnes de beurre de karité par an pour ses préparations. La société, initiée en 2013 et officialisée en 2015, compte aujourd'hui 17 emplois directs et fait travailler, à travers des coopératives, 300 femmes formées à la collecte et à la transformation des noix de karité. Localement, la société approvisionne 4 boutiques de revendeurs et plusieurs pharmacies. Odis exporte aussi une partie de ses productions vers plusieurs pays. Les deux gammes de savons, anti-boutons, anti-taches, c'est dans les pharmacies. Voilà. Et c'est les grossistes pharmaceutiques qui donnent ça dans les pharmacies. Il y a Niger aussi, qu'on a enregistré dans le même circuit pharmaceutique. On a une représentation en Belgique. Les petits pots de pommade
ça les a vraiment intéressés. Le karité, au beurre de karité, au citron, à la carotte, à la tomate, dans les petits flacons de conditionnement là. Et ils prennent ça beaucoup. Et il y a une représentation aussi à Paris. Et présentement, on a beaucoup de demandes pour faire la mise en place dans les autres pays. Pourtant, le secteur souffre encore de l'influence des produits importés et surtout de l'impact négatif des produits éclaircissants. L'hydroquinone, l'un des produits chimiques populaires contenus dans ces produits éclaircissants, est en tête de liste des substances interdites d'utilisation cosmétique dans l'espace UEMOA. L'Union soumet ses fabricants locaux à une demande d'autorisation et à des procédures de contrôle. En 2024, Douceur Rose, l'une des premières crèmes certifiées bio de Odis Cosmétiques à base de beurre de karité et d'huile de baobab, a remporté son premier trophée décerné par l'UEMOA. Nous restons en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement au Sénégal, très déterminé à agir pour la souveraineté alimentaire. Le pays vient de lancer la construction d'un hangar frigorifique, première étape d'un programme national représentant 18 500 tonnes de capacité de conservation. 100 entrepôts agricoles et 20 chambres froides devraient être prochainement installés avec l'objectif d'atteindre une capacité de 250 000 tonnes de stockage dans le pays grâce à un partenariat public-privé. Le gouvernement veut ainsi remédier au fléau des pertes post-récolte. Au Sénégal, elles peuvent concerner jusqu'à 40% de la production et occasionner des pertes de 171 millions de dollars par an. Parvenir à augmenter ses recettes fiscales, le Gabon y est plus que jamais engagé. Après les grandes entreprises l'an dernier, c'est au tour des petites entreprises et des particuliers de s'accoutumer à Digitax. Il s'agit de la nouvelle plateforme numérique des impôts gabonais. Elle permet au pays de moderniser tous les aspects de la collecte en intégrant le recouvrement, les contrôles, les contentieux et le paiement des impôts en ligne. Depuis l'an dernier, la Direction générale des impôts du Gabon a déjà collecté 258 milliards de francs CFA via Digitax. Et justement, toujours au Gabon, voici un secteur qui pourrait enrichir l'Afrique. L'industrie de la confiserie au chocolat représente un marché global de près de 115 milliards d'euros par an à travers le monde. Mais pendant longtemps, les pays producteurs africains se sont contentés de l'exportation des fèves et de l'importation du chocolat. Un statu quo illogique qui va à l'encontre des objectifs de transformation de la production locale. Certains entrepreneurs relèvent le défi, exemple au Gabon, avec les chocolats de Julie. C'est un reportage de notre correspondant sur place, Jean Rovise d'Abani. Chaque week-end, Julie inspecte sa plantation de cacao pour vérifier la bonne croissance de ses 1000 cacaoyers. Ce verger, situé au Cap Esterias, à une quarantaine de kilomètres de Libreville, abrite l'une des matières premières d'exception utilisées par les maîtres chocolatiers du monde. Depuis plus de 10 ans, Julie et son époux français conduisent un véritable projet de plantation de cacao durable. Elle s'inspire du modèle villageois des plantations de sa grand-mère. Criollo, Trinitario et plusieurs autres variétés de cacao poussent dans cette plantation. Cet ingénieur agronome conseille régulièrement les équipes de Julie sur les nouvelles méthodes d'agroforesterie. Depuis la mise en place de ce verger, je constate qu'il y a une nette évolution. Parce qu'avec un objectif de 3 hectares au départ, nous sommes aujourd'hui à 5 hectares de cacaoyers plantés et qui sont en production. Certes, il y a un gros souci au niveau de l'encadrement. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de faire en sorte que ce promoteur puisse être encadré du point de vue du suivi de la plantation jusqu'à la transformation, disons, aux opérations post-récolte, autant pour moi. Parce qu'il est bien beau de produire du cacao, mais si vous ne maîtrisez pas le process de l'écabossage, de la fermentation, du séchage et de la mise en sac, votre cacao n'a pas une bonne valeur marchande. Avec l'ambition de produire jusqu'à 10 tonnes de fèves par an, l'arrivée de cet ingénieur donne désormais de rêves de grandeur à Hervé, l'époux de Julie. Je crois qu'on va poursuivre ce travail-là de conseil
parce que nous ne maîtrisons pas tout. C'est vraiment une expertise pointue comme la ciel dont nous avons besoin pour poursuivre le projet de développement et de croissance de la chocolaterie et des plantations de Julie. C'est dans cette chocolaterie située en centre-ville où sont transformées les fèves issues de sa plantation ou achetées auprès de la caisse cacao. En 10 ans, Julie a réussi à détrôner les multinationales qui proposent sur le marché local des tablettes, véritable chasse gardée des industriels comme le français Barry. Sa marque, les chocolats gabonais de Julie, c'est plus de 20 saveurs fraîches. Ce qui fait la particularité des chocolats gabonais de Julie, c'est parce que nous avons une large gamme de nos produits. Donc, nous avons développé de nouveaux produits comme la tablette à la madame. Et on a aussi de bonbons de chocolat que vous avez là sur des vitrines. Donc, ces bonbons de chocolat, on a aussi de nouveaux produits que nous avons sortis sur le marché, donc dans nos boutiques. On a ici, par exemple, le coco avec du rhum au coco. Donc c'est un chocolat au lait et on a aussi le rhum coco, on a aussi à la vanille et on a aussi le thé matcha, donc du chocolat au thé matcha et du chocolat au thé vert. Et là on est en train d'étudier un autre chocolat qu'on va sortir d'ici là. Donc c'est avec de la menthe du Gabon. On transforme de la fève, donc on peut prendre par exemple nos fèves soit à notre plantation ou soit on les achète à la caisse cacao. Donc on les trie, on les met en machine, on les torréfie, on les conche. Non, avant de les concher, on les broie. On souffle et on met au conchage. Et moi, je prends la partie là où je transforme en bonbons de chocolat, en tablettes et en d'autres dérivés de produits de chocolat. Voilà. À force de travail, les chocolats gabonais de Julie sont devenus emblématiques dans un pays où on fait de bonnes fèves, mais pas de chocolat. Hervé est une aide précieuse dans cette aventure. Nous avons la chance ici au Gabon, qui est un pays béni au niveau des matières premières, que ce soit dans le sous-sol ou au niveau forêt, produits du terroir en forêt et agriculture. Donc tout est là. Donc en fait, il faut encore une fois fédérer tout ça, rassembler tout ça. Donc le cacao, vous avez vu, nous sommes planteurs. Pour pouvoir sourcer du cacao de bonne qualité et le mettre notamment dans ces tablettes là. Ça c'est du chocolat de plantation, donc on le réserve, c'est des chocolats de notre plantation, donc on les réserve sur ces tablettes dites de plantation qui permettent de bien identifier la source du cacao. Réussir en Afrique dans l'entrepreneuriat n'est pas un pari facile. Et pourtant, Julie fait partie de cette nouvelle génération de jeunes entrepreneuses gabonaises qui se font remarquer. Ce jour-là, elle est invitée par l'ambassade des États-Unis au Gabon pour parler de son modèle de réussite devant des jeunes entrepreneurs. Les chocolats de Julie m'inspirent énormément parce que au départ, je me suis posé la question de savoir comment est-ce qu'elle a fait pour arriver à ce stade-là. Et en nous parlant d'elle, j'ai compris qu'on peut partir de rien, juste en allant d'une idée. Et au fur et à mesure que l'on développe cette idée, rencontrer des personnes et avoir des opportunités qui peuvent nous pousser justement à nous lancer. Aujourd'hui, Julie est considérée dans son pays comme une véritable pionnière dans le secteur de la transformation artisanale du chocolat. Son savoir-faire a déjà été récompensé sur la scène internationale. En 2015, la chocolatière s'était vue décerner en Italie Hero Chocolate Awards, une distinction attribuée chaque année aux chocolatiers du monde. Avant la Covid-19, le couple très complémentaire comptait 5 boutiques dans la capitale Libreville. Il en reste 2, avec un chiffre d'affaires qui oscille entre 200 et 300 millions de francs CFA par an. Le duo prépare une levée de fonds pour la construction d'une usine de transformation de l'or brun et aussi ouvrir très prochainement des enseignes à Paris et à Washington. Envie de faire rayonner votre entreprise en Afrique et en Europe ? Augmentez votre visibilité avec Fréquence Business grâce à notre réseau de chaînes de télévision nationales dans plus de 40 pays. Chaque semaine, plus d'une centaine de diffusions à travers l'Afrique, l'océan Indien et l'Europe. Ne manquez pas cette opportunité unique.
Alors n'hésitez pas, contactez-nous dès maintenant. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Des paiements transfrontaliers instantanés en Afrique. Pour de nombreux acteurs économiques, c'est la véritable révolution qui permettrait au commerce intra-africain de dépasser le seuil très insuffisant de 15%. Aujourd'hui, ces transactions sont réglées en devises occidentales, notamment en dollars américains. Cela nécessite un réseau de banques correspondantes et augmente considérablement les coûts. Le continent commence à prendre le problème très au sérieux. Le Ghana, le Rwanda et Singapour continuent d'avancer dans le projet 54 d'infrastructure de paiement. La communauté des États d'Afrique de l'Est vient aussi d'approuver un projet similaire visant à faciliter les opérations transfrontalières et à réduire leurs coûts. Dans la région, ils se situent autour de 7% de la valeur des transactions. Le contournement des règlements de droit de douane du Congo est-il organisé? Julien Paluku, le ministre congolais du commerce extérieur, semble le penser. Il a annoncé avoir porté plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce à l'encontre de plusieurs pays voisins. Il les accuse de faciliter un processus de fractionnement des cargaisons de marchandises vers le Congo en vue de diversifier leur traversée de la frontière en évitant ainsi le paiement de droits de douane. Le trafic pourrait avoir occasionné près de 4 milliards de dollars de pertes l'an dernier. Pour contrer le phénomène, le gouvernement prévoit la construction d'un poste frontière à arrêt unique dans la province du Haut-Katanga en bordure de la Zambie. Les matières premières sont toujours au cœur des préoccupations des États du continent. La Cour internationale de justice a dû trancher un conflit entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Il s'agissait d'une querelle de plusieurs décennies au sujet de la propriété d'une zone riche en pétrole. Les eaux entourant les îles de Mbanié et les deux petits îlots Cocotier et Konga, situés au large du golfe de Guinée, seraient riches en pétrole brut. La zone a finalement été attribuée à la Guinée sur la base d'une convention coloniale de 1900. En Afrique de l'Ouest, le Togo mise depuis longtemps sur le développement agricole. Il a fait le pari de l'expansion de la production de l'ananas, un secteur qui a progressé de plus de 47% entre 2017 et 2022 et emploie aujourd'hui plus de 3200 producteurs. La niche de l'ananas bio, particulièrement prisée par les importateurs européens, est en plein boom. Nous avons choisi de vous raconter l'histoire de l'essor de ce secteur horticole de pointe à travers ce reportage de Parfait à Fernand Tonin et François Baudry. C'est vers 1540 que les navigateurs espagnols et portugais ont rapporté les premiers ananas d'Amérique du Sud. C'est un fruit exotique, aujourd'hui largement consommé dans le monde entier, avec une demande qui explose. Selon la FAO, la production mondiale d'ananas devrait bondir de 25 millions de tonnes en 2021 à 37 millions en 2030. Un marché en pleine explosion qu'on pourrait croire réservé aux géants mondiaux de l'ananas comme le Costa Rica ou encore le Nigeria, premier producteur africain avec 1,6 million de tonnes. C'est bien dans cette cour des grands que le Togo a décidé, dès 2018, de se faire une place en misant sur son atout majeur, la niche de l'ananas biologique. Et le projet enregistre déjà un réel succès auprès des petits producteurs avec environ 16 000 tonnes d'ananas biologiques produites chaque année. Auparavant, nous avions de grandes difficultés financières. Mais maintenant, j'arrive à aider mon mari. De la scolarité de nos enfants aux dépenses de notre foyer, sans oublier les frais de santé et autres. J'arrive à partager cela avec mon mari. Nous avons réussi ce jour à mettre de l'argent de côté, avec lequel nous avons pu acheter une portion de terre, sur laquelle nous avons déjà commencé à construire grâce à la production de l'ananas.
La promotion de la culture de l'ananas a été amorcée pour la première fois au Togo dans les années 70, avant de connaître un déclin 20 ans plus tard. En 2013, la filière a été relancée grâce à un appui de la coopération allemande. Nous sommes ici dans la région maritime de Tsévié, à 35 km au nord de Lomé, la capitale du Togo. Les champs d'ananas s'étendent sur des centaines d'hectares. Madame Awaya Dola applique les bonnes pratiques agricoles acquises dans les formations dispensées par le projet d'appui à l'amélioration de la compétitivité de la filière ananas au Togo, le PROCAT. Elle est très fière de ses ananas bio. Notre ananas est produit sans engrais chimiques. Nous n'utilisons pas de NPK. Nous labourons la terre et c'est avec les herbes mortes et les excréments en guise d'engrais chimiques que nous cultivons l'ananas. Initié par le gouvernement togolais avec l'appui technique et financier de l'Union européenne et de la coopération allemande, le projet est mis en œuvre par la GIZ et vise à renforcer toute la filière ananas, de la production à l'exportation en passant par la transformation pour la période 2018-2022. Budget 4 milliards de francs CFA, soit 6 millions d'euros, avec des objectifs assignés au projet. La production de 3 900 tonnes de jus d'ananas bio, 260 tonnes d'ananas séchés, l'exportation de 2 800 tonnes d'ananas frais ou encore la création de plus de 4 700 emplois. Tout a commencé par la mise en place d'un vaste programme de formation complémentaire, comme ici, dans le champ école de Dainil, à l'ouest du pays. Et pour les producteurs, les effets sont déjà là. C'est à travers le projet que tout a changé. Et maintenant, avec les formations que la GIZ nous a octroyées, les formations FPS, les formations de gestion de comptabilité, les formations en termes de bonnes pratiques agricoles, les formations en termes de système de contrôle interne. Donc nous sommes maintenant outillés pour pouvoir maintenant être des producteurs modernes et par rapport à la production archaïque, par rapport à la production traditionnelle que nous faisions par le passé. Ensuite, il a fallu s'organiser pour que les producteurs soient assurés de vendre leur production d'ananas bio et que les transformateurs aient eux aussi la garantie d'avoir leur matière première. Nous avons constaté que les producteurs avaient des difficultés à écouler les produits. Alors qu'au même moment, juste à côté, il y a des transformateurs qui cherchent les produits et qui n'en trouvent pas. Donc nous avons estimé qu'il était important d'organiser tous ces producteurs en une fêtière qu'on appelle la FENACOPAT, une centrale d'achat qui regroupe tous ces producteurs-là, qui fait que quand ils produisent leurs produits, quand ils produisent leur ananas, ils vont collecter et vendre aux transformateurs. À Assaoum, à 50 km de la capitale, nous nous retrouvons dans l'une des sociétés spécialisées dans l'exportation de l'ananas biologique. Ici, on trie, nettoie, calibre, pèse et étiquette les fruits avant leur exportation. Dans l'organisation de la filière, 6 plateformes pilotent les centrales d'achat. Leur mot d'ordre, rester soudés face à ce marché où la concurrence locale est rude. Au lieu que les producteurs aillent à rang dispersé, la fédération a mis sur lui de faire la certification biologique de ces produits, de ces producteurs. Comme ça, est une force et ça peut aller au marché international. D'autant plus, nous avons aussi fait la formation sur la traçabilité. C'est-à-dire que depuis le rejet, depuis le mise en terre jusqu'à la consommation, on sait point par point le passage du fruit. Il faut dire que le Togo bénéficiait de 2 atouts majeurs avant même le lancement du projet. 50% de sa production était déjà bio et les variétés cultivées dans le pays très appréciées par les consommateurs européens. On a la chance au Togo d'avoir des variétés comme le pain de sucre et le cayenne qui sont des anciennes variétés et qui sont beaucoup plus gustatives que les variétés MD2 qu'on propose du Costa Rica. Il faut ajouter que le PROCAT a permis de renforcer la résilience du secteur
face à la pandémie du Covid-19 et d'augmenter la production dans ce contexte. Le tonnage d'ananas transformé dans les unités certifiées est passé de 2100 tonnes en 2018 à plus de 6700 en 2021, grâce à la formation des producteurs et à la mise à disposition de matériel moderne et de moyens de transport sécurisés des ananas vers les usines. Mais pour les professionnels, ces résultats encourageants ne doivent pas cacher les défis qui restent à relever. L'importance des filières végétales dans la filière ananas, c'est qu'il faudrait arriver à assurer la sécurité alimentaire et aussi développer la production pour pouvoir couvrir les besoins nationaux, mais aussi alimenter l'agro-industrie pour substituer les importations en ce qui concerne la consommation interne et aussi développer les exportations. C'est à ce prix seulement que le Togo gagnera son pari de se faire une place sur le marché de l'ananas bio en pleine croissance, avec, à la clé, des retombées financières pour le budget de l'État, la création de nouvelles entreprises et des milliers d'emplois pour les jeunes et les femmes du pays. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site web africaonair.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et la semaine prochaine.